C'est le journal du télétravail. Une belle maison, tout équipée avec vue sur la mer, la piscine, le soleil, des cocktails le soir et des parties de cartes en famille, de belles balades sur les sentiers typiques de l'île. Vous êtes à Chypre pour 2 semaines. En vacances ? Non, en télétravail et en famille, dans un logement payé par votre employeur. Le rêve ? Eh bien, c'est ce que vivent les salariés de Finum, banque en ligne destinée aux PME. Et c'est le sujet de notre épisode du jour du Journal du Télétravail, le podcast du magazine Management. Quand on est une banque en ligne qui propose à ses clients tous les services d'une banque, mais de façon dématérialisée via une interface simple et fluide, on se doit évidemment d'avoir soi-même une forte culture du digital. Eh bien, c'est le cas chez Finum, une néobanque qui propose aux indépendants et PME un compte courant, un outil de facturation et un outil de comptabilité. Banque dont j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le directeur général pour la France, Olivier Binet. Bonjour. Bonjour. Alors nous parlons ici de télétravail et chez Finum, justement, c'est quelque chose qui fait totalement partie de la culture d'entreprise, puisque depuis 2019, au moment même juste avant votre lancement en France, et bien avant la pandémie d'ailleurs, vous aviez fait le choix du distanciel. Pourquoi ce choix au sein de votre entreprise ? L'entreprise a été créée intégralement en distanciel. Mhm. Pourquoi ce choix ? D'abord parce que c'est une entreprise qui a eu la volonté d'être internationale très vite, donc d'être absolument partout. Et pour être partout, très rapidement, c'est compliqué d'ouvrir des bureaux de partout. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le gros de nos effectifs, ce sont des développeurs et qu'à l'époque, avant la pandémie, beaucoup de développeurs voyaient comme un gros avantage de ne pas avoir à aller au bureau. Et donc, l'entreprise a été créée en remote only aussi pour avoir un avantage concurrentiel dans le recrutement des développeurs. Donc autant dire que vous, le passage au tout télétravail au moment du premier confinement, vous ne l'avez pas senti. Ça n'a rien changé à votre fonctionnement normal. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Ça n'a pas changé notre quotidien. Mhm. C'était business as usual, comme on dit. En revanche, la chose qui a changé pour nous, c'était que, comme je vous l'ai dit, l'une des raisons du remote only, c'était d'avoir un avantage concurrentiel dans le recrutement. Eh bien, on l'a perdu. On l'a perdu du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on était beaucoup mieux préparé à affronter ce télétravail forcé, puisque pour nous, c'était normal. En revanche, c'est devenu du jour au lendemain plus compliqué de recruter des développeurs, puisqu'ils travaillaient de chez eux, quelle que soit l'entreprise. Alors, est-ce que c'est pour à nouveau les attirer et rendre désirable le fait de travailler chez Finum que vous avez adopté une mesure qui est assez spectaculaire, puisque vous proposez à vos collaborateurs de télétravailler depuis Chypre quelques semaines par an dans des logements que vous financez vous-même? C'est parti de presque d'une blague, mais Mhm. les investisseurs créateurs de Finum, qui sont des entrepreneurs à succès qui viennent de Russie à la base, une partie d'entre eux vit à Chypre. Et donc, il m'arrive de temps en temps d'aller leur rendre visite là-bas. Et c'est quand même assez agréable de travailler quelques jours au soleil, de pouvoir aller à la plage après le travail. C'est assez agréable, surtout quand vous venez de Paris et qu'il pleut. Et beaucoup de chefs d'équipe, de directeurs, s'étaient dit, ce serait sympa de faire venir mon équipe ici de temps en temps pour les voir. Et donc, on a commencé à organiser une sorte de petit séminaire à Chypre pour les équipes. Et puis, certains ont dit, comme une blague, moi j'aimerais bien bosser d'ici de temps en temps. Et les fondateurs se sont dit, mais en fait, c'est une super idée. Et donc, ils ont acheté quelques appartements. On a 3 appartements à Chypre et qu'ils ont mis à disposition des équipes et de leurs familles. Et donc, il y a une page en ligne, sur l'intranet de l'entreprise, sur lequel vous pouvez réserver, comme sur Booking, quasiment, vous pouvez réserver un des appartements, des appartements plus petits, puis d'autres un peu plus familiaux, pour venir avec votre famille pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à 1 mois, pour travailler de Chypre. Oui, parce que ça pouvait arriver dans des grandes entreprises. Les comités d'entreprise, notamment, ont des appartements pour les collaborateurs, mais c'est pour des vacances. Là, c'est vraiment pour aller télétravailler. C'est ça. Il y a un double avantage. Effectivement, il y a une notion de fidélisation. Pour des développeurs qui sont un peu partout dans le monde, c'est aussi sympathique parfois, avec des collègues que vous aimez bien, mais que vous n'avez pas forcément rencontrés, de se dire, on va venir avec nos familles tous ensemble au même moment. C'est sympa de rencontrer des gens à Chypre, de pouvoir bosser ensemble la journée, le soir, d'être tous en famille, d'aller à la plage ensemble, un petit barbecue, c'est vraiment très sympa. Ça crée du lien. Vos salariés travaillent de partout dans le monde puisque vous êtes 100% remote. Est-ce que leur permettre de venir travailler quelques jours par an à la Défense, ce serait pas plus dépaysant pour eux finalement que d'aller à Chypre ? Oui, pour certains, ce serait des paysans de venir à Paris, mais rien ne les empêche de venir à Paris. Pour l'instant, on n'a pas d'appartement à Paris, puis je pense que l'immobilier à Paris n'est pas exactement ce qu'il est à Chypre, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et puis, on voit, il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, alors pas forcément avec des appartements,
là, c'était l'opportunité. On a une opportunité et on l'a fait. Mais moi, j'ai passé quelques années dans une autre entreprise chez PayPal où PayPal a des bureaux un peu partout dans le monde. Et si vous alliez en vacances quelque part, on vous dit je vais prolonger mon voyage et travailler une semaine de plus depuis ce bureau-là. Oui, mélanger le travail et les vacances et prolonger effectivement un séjour, profiter d'un séjour pour télétravailler de l'étranger. Mais Exactement. c'est vrai que ce qui est particulier là, c'est que les appartements que vous mettez à disposition ont été achetés par l'entreprise vraiment C'est ça. dans l'optique de proposer du télétravail à Chypre. Exactement. Et puis que les employés peuvent venir avec leur famille. Mhm. Et c'est ça qui change tout. Parce que ça devient un vrai voyage pour eux. D'ailleurs, la tradition dans l'entreprise, c'est que lorsqu'ils rentrent dans leur pays, Mhm. à la fin de leur séjour, ils postent quelques photos et ils racontent en fait leur voyage, ils expliquent tout ce qu'ils ont vu. Du coup, ils passent quelques tips aux suivants sur les restos, les lieux à voir, etc. Et on sent vraiment cette bonne humeur, cette gratitude. Elle est très réelle. Et ça n'est pas que tactique, hein, c'est vraiment aussi l'envie de passer un peu de temps avec ses collègues et de leur faire profiter finalement du bon côté de l'entreprise. Alors on voit bien comment ça peut contribuer à créer une culture d'entreprise commune, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez pu mettre en place pour cultiver cet esprit et cette culture d'entreprise alors que vous êtes tous à distance? Oui, je crois que ce qui est très frappant, c'est que l'entreprise étant entièrement en distanciel, Mhm. les gens viennent travailler avec cette optique. C'est pas une entreprise qui s'est transformée, qui a essayé d'adapter des processus d'une vie physique à quelque chose de nouveau. Les employés, ils n'ont pas eu à s'adapter à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça change beaucoup de choses. Et ça change aussi finalement la façon dont on recrute. Parce que c'est une donnée importante dans le processus de recrutement. Mhm. Donc ça demande des profils un peu autonomes et une certaine maturité. Alors quels sont justement les profils qui vous intéressent le plus et les qualités que vous cherchez? Donc l'autonomie, donc forcément un peu d'expérience aussi, j'imagine? Oui, l'expérience, ça prend beaucoup de formats différents, hein. Il y a des gens effectivement qui ont un peu plus de bouteilles, comme on dit, mais il y a des gens plus jeunes Mhm. qui soit ont commencé à travailler tôt, soit ont eu des premières expériences un peu insatisfaisantes, mais qui savent ce qu'ils ne veulent pas et qui ont acquis une certaine maturité par rapport à leur relation à la hiérarchie, par rapport à leur relation au bureau, etc. Et on recherche vraiment ça. C'est compliqué à noter, j'allais dire, à mettre en KPIs, hein, mais Mhm. on essaie d'avoir un bon ressenti sur le niveau de maturité de la personne. Est-ce que oui ou non, elle va s'adapter à ça? Je vous donne un exemple. Il n'y a pas de jugement de valeur hein, derrière ça, c'est juste des différents profils qui fonctionnent plus ou moins bien dans une entreprise, mais Mhm. vous avez des gens qui ont plus besoin d'une petite tape dans le dos, félicitations, c'est bien, qu'on vienne voir leur travail plus souvent. Ils ont besoin de ça pour être motivés, pour avancer, etc. Puis vous avez d'autres, ils n'ont pas du tout besoin de ça, ils ont juste besoin d'être jugés sur le résultat et puis de discuter un peu de temps en temps. Un des profils fonctionnera beaucoup mieux en distanciel que l'autre, bien évidemment. Il n'y a pas de jugement de valeur sur une personne qui est meilleure que l'autre, hein. C'est juste qu'est-ce qui est plus adapté à notre entreprise. Et qui convient aussi à chacun. Donc ça, on a compris l'importance effectivement du recrutement et de partager cette envie de travailler à distance et cette façon de voir les choses. Au-delà de la culture, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques managériales que vous avez pu mettre en place et qui fonctionnent au quotidien, qui permettent d'animer ce collectif, enfin, j'allais dire éclaté, mais oui, dispersé un peu partout dans le monde? Oui, et encore une fois, je crois que ce qui a été très intelligent de la part des fondateurs, c'est que c'est comme ça depuis le début. Il n'y a pas eu à s'adapter. Mhm. Parce que quand vous êtes dans une très très grosse structure et que vous avez un accord de base qui est basé sur le présentiel et que du jour au lendemain vous demandez à la culture d'entreprise de s'adapter à autre chose, c'est extrêmement compliqué. Mhm. Donc pour nous, c'est plus simple, hein, disons-le. Et cela étant, il y a une question de confiance. Vous êtes obligé de faire beaucoup plus confiance aux gens puisque vous ne les voyez pas. Vous ne voyez pas ce qu'ils font au quotidien. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes dans certaines grandes entreprises hein, qui ont encore cette mentalité, Mhm. pour certains managers un peu plus âgés, on va dire, à dire si je vois pas les gens, je sais pas ce qu'ils font et ils bossent probablement pas. C'est très Hein. présent. J'exagère un peu, mais on l'entend hein, encore quelques fois. Mhm. Ici, c'est le sentiment exactement inverse. On part du principe que les gens bossent, ils sont responsabilisés, d'où aussi cette recherche de maturité. Donc ça transparaît dans la façon dont on fait les réunions, Mhm. la façon dont on juge la qualité du travail des gens. C'est vraiment basé sur est-ce que travailler de façon autonome fonctionne bien avec cette personne? Est-ce qu'elle délivre les résultats? Je crois que la confiance est vraiment clé. Ça ne peut pas fonctionner si vous n'avez pas extrêmement confiance dans le fait que vos employés bossent quand vous allez le tourner. Est-ce qu'on peut dire du coup que votre culture managériale finalement est surtout basée sur des objectifs et des résultats et peu importe le chemin pris entre les deux? Oui, je pense qu'on est aussi une start-up, hein, on n'est pas un grand groupe avec des Mhm. dizaines de milliers de personnes, donc c'est un peu plus facile. On a comme beaucoup de startups, cette culture de la vitesse, Mhm. et donc on veut se rendre compte très vite de si quelque chose fonctionne ou pas. On ne laisse pas quelqu'un dans la nature pendant 6 mois et puis on voit si le résultat est là ou pas. Ce sont des cycles courts, ça va très très vite. L'autre chose, c'est que du coup, ça n'est pas une culture où l'échec est tabou. Mhm. C'est normal que les choses ne marchent pas.
L'essentiel, c'est d'y arriver. Et on a confiance dans le fait que, oui, on va y arriver. C'est ça qui est important, c'est de trouver ce qui va marcher, plutôt que de faire semblant que tout va bien et de glisser les erreurs sous le tapis, etc. Ce qu'on voit aussi dans beaucoup de grandes entreprises, où l'échec est tabou. Et donc ça, c'est aussi sans doute un des signes de maturité que vous pouvez rechercher, d'être capable d'admettre une erreur et de même la valoriser pour pouvoir avancer et progresser. Exactement. Et ça va avec la maturité et quelque part la confiance en soi. Mmh. Si vous avez peur d'admettre l'échec parce que ça remet en cause qui vous êtes, vous avez peur du jugement, etc., Mmh. ça va pas fonctionner. On a parlé au début de ce que le confinement avait changé ou pas changé pour vous. Il y a des gens chez qui ça a changé beaucoup cette période. Ce sont vos clients potentiels, vos prospects qui finalement, indépendants ou petites entreprises, étaient peut-être un peu en retard sur la digitalisation. Est-ce que pour eux, vous diriez qu'il y a eu un vrai gain en maturité sur le numérique, sur l'adoption d'outils et de solutions comme la vôtre, par exemple? Est-ce que ça a été un accélérateur du côté de vos clients? Oui, bien sûr. C'est ça exactement, c'est un accélérateur. C'est-à-dire que la tendance de fond était là, c'est juste qu'elle s'est complètement accélérée avec le Covid. Quand votre agence bancaire est fermée et que c'est pas dans la culture de votre banque de vous répondre instantanément par mail, ce que par ailleurs vous avez. Aujourd'hui, vous avez un feedback instantané dans quasiment tout ce que vous faites. Mmh. Et c'est difficile pour les gens, à moins qu'il y ait un plus présentiel. Quand il n'y a plus d'agence, vous vous retrouvez avec la lourdeur d'une banque traditionnelle, sans aucun des avantages de l'instantanéité qu'aujourd'hui vous attendez, vous exigez d'à peu près tous les services. Mmh. Pour nous qui ciblons aussi les indépendants, il y a d'une part donc une digitalisation du monde qui s'est accélérée, mais d'autre part il y a une remise en question de nos façons de vivre. Beaucoup de gens se sont dit, mais c'est pas cette vie-là que je veux, finalement je vais me lancer à mon compte, et se lancent à leur compte. Ça aussi c'était une tendance de fond. En 2021, plus d'1 million d'entreprises sont créées en France. Ce qui est quand même extraordinaire. Il y a une accélération de création d'entreprises en pleine pandémie. Et donc aussi de clients potentiels pour vos solutions. Exactement. C'était déjà la tendance, mais c'est juste que ça s'est accéléré. Et donc on est très content. Merci beaucoup Olivier Binet. Je rappelle que vous êtes le directeur général pour la France de Finom, une néobanque qui propose aux indépendants, donc on l'a dit, ainsi qu'aux PME et aux entreprises plus généralement, une solution qui regroupe à la fois un compte courant, un outil de facturation et un outil de comptabilité, et puis sans doute, j'imagine, beaucoup d'autres outils et fonctions à venir au fil des mois et du travail donc quotidien de vos développeurs, tous à distance et de temps en temps dans ces appartements que vous mettez à leur disposition à Chypre. Merci et bon télétravail à tous. C'est déjà la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour nous écouter afin de ne rater aucun nouvel épisode. Moi je vous dis à très vite et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.